téléspectateurs, et merci beaucoup de nous recevoir chez vous à travers ces tranches d'émission, à travers ces œuvres qui aujourd'hui parlent d'un endroit. Un endroit où on trouve des objets bien sûr que l'on conserve, que l'on collecte, et que l'on expose aussi dans les soucis, et bien sûr d'enseigner et de la culture. Cet endroit, c'est bel et bien un musée. Alors, spécialement pour vous, nous recevons le directeur général de l'Institut du Musée national du Congo. Lui, c'est un professeur à l'Académie des Beaux-Arts. On l'appelle Monsieur Joseph Ibondo, à qui j'ai dit bonjour. Oui, bonsoir mademoiselle Bellitou. Je suis le professeur Joseph Ibongo, effectivement, professeur à l'INA, je suis à temps plein, et professeur à temps partiel à l'Académie des Beaux-Arts et à l'ISAM, l'Institut supérieur des arts et métiers. Je suis heureux de vous recevoir chez nous, chez moi, chez vous également, parce que l'Institut du Musée du Congo est le lieu de conservation du patrimoine culturel national. C'est donc votre lieu de prédilection, en tant que Congolaise, en tant que fille de ce pays. Et tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient également doivent se sentir heureux d'avoir un institut de conservation du patrimoine culturel national. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de l'Institut du Musée national du Congo? Nous sommes l'Institut des musées nationaux. Et ici où nous sommes, c'est la direction générale de l'Institut. Nous sommes situés au Mont Galima, au carrefour de l'avenue du tourisme et de l'avenue de la montagne, dans un lieu historique, un site historique, un lieu mythique, un lieu extrêmement important à la frontière du pays, puisque nous sommes en face de Brazzaville, nous surplombons le fleuve Congo. Et c'est ici où nous conservons près de 45 000 objets du patrimoine culturel national. Patrimoine, vous savez, il n'y a pas qu'objets, il y a aussi du patrimoine culturel immatériel. Nous avons des traditions orales que nous conservons, riches des contes, de proverbes, les récits épiques et autres. Près de 1000 heures d'enregistrement de musique traditionnelle, des chansons, donc des traditions orales. Monsieur Joseph Ibongo, le musée en soi a principalement 3 fonctions à remplir, bien sûr. Il y a celui de collecter, de conserver, puis d'exposer. Croyez-vous vraiment ici, en République démocratique du Congo, nos musées exercent bien leurs 3 fonctions? C'est une très bonne observation que vous faites, effectivement. Depuis 1970, l'année de la création de l'Institut des musées nationaux du Congo par le président Mobutu, la mission, effectivement, était de rassembler les pièces, les objets d'art, et de rassembler tout ce dont je viens de vous parler, les traditions orales, etc. Bref, le patrimoine culturel. Et ce geste de rassembler venait pour combler un vide. Il existait déjà à l'époque coloniale des musées coloniaux, comme les musées de la vie indigène, le musée de Koklateville en Bandaka, le musée d'Elisabethville à Lubumbashi. Mais ces musées, avec d'autres musées bien sûr privés, ont connu de pillage à l'indépendance. Avec tout ce mouvement d'indépendance, les objets aussi ont péri. On a pu garder un certain nombre d'objets que nous avons acquis comme fonds de départ. Grâce donc à la création de l'Institut par le président Mobutu, on a dû organiser des campagnes scientifiques, des récoltes d'objets à travers le pays, avec l'aide des experts belges, parce que tout au début, l'Institut était sous la direction du directeur général du musée roi de l'Afrique centrale de Tervuren, en Belgique. Et ici, il y avait juste un directeur général adjoint qui assurait la permanence avec d'autres scientifiques et techniciens. Près d'une bonne dizaine d'années, de 2 décennies, on a pu faire ce travail de rassembler les objets. De 70
vers les années 80, au moment où il y avait effectivement un fonds important qui permettait de faire ces voyages dans l'arrière-pays. Et comment vous faites pour collecter Eh bien, tous ces données? oui, tout à fait. C'est un travail scientifique. Les chercheurs sont allés dans l'arrière-pays, comme je le disais, Oui. avec bien sûr de moyens qui étaient mis à leur disposition, avec un char automobile, char que nous n'avons plus actuellement, pour aller récolter des objets, acheter des objets, entrer en contact avec les dépositaires de tous ceux qui avaient des objets importants, rares, des pièces rares, pour les acheter et les ramener ici à Kinshasa, former ce que nous avons ici, les collections nationales. Pour le moment, nous avons près de 45 000 objets du patrimoine. Mais c'était donc à titre provisoire parce que c'était avec le but de pouvoir construire un véritable musée qui regrouperait justement ces objets qui étaient rassemblés. Vous n'avez pas eu à lancer un appel, question pour vous, de retrouver tous ces objets pillés, bien sûr, par certaines personnes qui l'ont prise, de venir quand même remettre ces objets en remise d'un petit quelque chose. Mais, vous voyez, oui, ça serait une bonne stratégie, venir... effectivement, si on peut lancer un tel appel, mais je sais aussi que le patriotisme obligeant, et même le nationalisme, si on peut dire ainsi, ceux qui ont dû voler ou prendre des objets des collections nationales peuvent effectivement le rendre. Mais je sais que c'était de rap, c'était pour certains nombres d'objets, de vols qui ont été opérés. Et donc, ce n'est pas aussi de bon cœur qu'ils vont vouloir les remettre. Je sais aussi que les objets qui partent des musées, de n'importe quel musée, il est très difficile de pouvoir les vendre parce que c'est des objets qui sont connus, qui sont numérotés, qui sont fichés et parfois publiés dans des catalogues bien connus, de sorte qu'il devient très difficile de garder le plus longtemps possible un objet qui part d'un musée, puisque nous sommes en collaboration avec les musées du monde, à travers l'Interpol notamment, qui nous fait parvenir très régulièrement les appels des objets qui sont perdus, la recherche des objets. C'est d'ailleurs dans ces cadres que j'ai pu récupérer 2 pièces majeures à Vienne, en Autriche. Il s'agit donc de la reine Mbala Soukou, une belle pièce, statue Mbala, et la harpe azandée de la province orientale. Ces objets étaient volés, étaient perdus. Vous avez récupéré ça facilement ou bien vous avez encore réacheté puisque ça nous appartient? Non, nous n'avons pas acheté, nous avons récupéré parce que nous avions eu des preuves, nous avons démontré des preuves que c'est des objets qui nous appartenaient. Je suis parti avec 2 fiches d'identification, avec des catalogues dans lesquels nous avions publié ces objets. Et donc, l'identification étant bien faite, celui qui détenait l'objet, les galéristes notamment, était obligé, c'était une évidence, c'est donc obligé de nous rendre les deux pièces depuis 2012 que j'ai ramenées ici dans les collections nationales, que vous pouvez d'ailleurs voir dans la salle d'exposition permanente que nous avons ouverte en 2010. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le musée national, ici en République démocratique du Congo bien sûr, attire la population quinoise en particulier, ou alors les Congolais en général. Oui, c'est le programme dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est celui de rendre fréquentable notre musée et nos musées là où ils se trouvent. Je pense, sans fausse modestie, depuis près de 3 ans, si pas plus, nous faisons un effort de faire connaître cette institution. C'est d'ailleurs dans ces cadres que je suis heureux de recevoir un certain nombre de chaînes de télévision qui viennent vers nous, et certaines chaînes d'ailleurs se sont fidélisées, comme le sont aussi les scolaires qui viennent vers nous. Et là, la CCTV est honorée de venir vers le patrimoine, vers le musée, pour en faire écho. Donc, c'est pour nous important que de recevoir des visiteurs. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes. Le musée, vous avez rappelé, collecte, il étudie, il conserve, il étudie les objets, mais il les expose, il les fait connaître
à travers des expositions, à travers des expositions, à travers des publications. Mais pourquoi est-ce que vos activités sont méconnues de la population? Ben, je ne dirais pas ça. Pour beaucoup, quand ils viennent pour la première fois, disent que les activités du musée sont méconnues. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de marketing autour de cela. Et pourquoi? Et ben, les choses sont telles que pour aller vers le média, il faut parfois un certain nombre de moyens. Pour pouvoir faire venir il faut des moyens. Mais je pense que les chaînes de télévision ont pris conscience aussi, que les médias ont pris conscience. Ce sont les médias qui viennent aussi vers nous, et sans attendre que nous allions vers le média. Parce que cette institution est une institution publique. Les musées est un lieu public où tout le monde peut venir. Et a fortiori, les journalistes. Voilà. Et donc, quand vous osez travailler dans le journalisme culturel, eh bien vous êtes obligé de venir vers nous et de faire de bonnes pages sur le musée. Vous devez consacrer des bonnes présentations sur le musée, sur la culture, sur le patrimoine. En tant que le directeur général, le number one bien sûr du musée, de l'Institut du Musée national du Congo, qu'est-ce que vous pensez faire pour accroître le nombre de visiteurs ici? Oui, effectivement, c'est là la question principale. Nous devons pouvoir travailler énormément sur le marketing, sur la sensibilisation. Et nous avons mis en place un programme éducatif. Et au sein de l'Institut, nous avons la direction éducation. Dans tous les musées, l'éducation est la section principale des musées, parce que c'est par l'éducation que nous sommes en contact avec tous ceux qui viennent vers le musée. Nous avons donc mis en place un programme éducatif. L'exposition qui a été pour nous le grand prétexte, c'est l'exposition que vous voyez en plein air, Congo, nature, culture. Nous montrons la diversité des biens culturels, la diversité culturelle de ce pays, ses richesses, nature et de la culture. Et nous faisons drainer des étudiants, des scolaires qui viennent pour connaître, apprendre, pour entrer en contact avec des savoirs et des savoir-faire et patrimoniaux. Il faut travailler aussi en collaboration avec des églises. Tout à fait. Enfin, oui, nous recevons aussi effectivement des fidèles qui viennent, dans des groupes spécifiques, des Bilinga Mwinda par exemple, pour ne parler que de cela, dans les églises catholiques, des groupes de prière qui viennent vers nous. Nous travaillons beaucoup avec les écoles, et avec des enseignants, mais aussi avec certaines agences de tourisme, comme Jambo, et d'autres agences également, qui amènent ici des touristes pour venir visiter le musée. Donc il y a toute une politique effectivement de sensibilisation, toute une campagne que nous menons pour que le musée soit connu et soit fréquenté par tous. Nous espérons que ces musées, bien sûr, cette fois-là, il y aura plus de visiteurs que moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore moins. Et nous le souhaitons, bien sûr, que la République démocratique du Congo, quand je parle de la République démocratique du Congo, c'est partout, hein, même à Kinshasa, dans le banlieue, en tout cas, que vous venez beaucoup plus visiter, bien sûr, nos musées. Et dites-nous, monsieur le directeur, la promotion demande de l'argent. Et où l'Institut du Musée national du Congo, bien sûr, trouve des financements? Nous comptons avant tout sur les trésors publics. Subventionnés par l'État. Nous sommes donc subventionnés par l'État. Le fonds de départ, vous savez, c'est le fonds de l'État. Les objets que nous avons rassemblés, les patrimoines que nous avons rassemblés, c'est grâce au fonds de l'État congolais. Et cela n'exclut pas de partenariats extérieurs, de partenariats public-privé. Ça n'exclut pas. C'est d'ailleurs grâce à ce savoir-faire que quand nous sommes en contact avec des partenaires extérieurs, grâce à des coopérations que nous avons de la coopération avec
déjà, le musée lui-même est fruit de coopération culturelle avec la Belgique, Oui. avec le musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, ça on doit le dire, on doit le savoir, mais aussi plus tard avec la communauté française de Belgique. Mais nous avons eu également de partenariats avec d'autres pays grâce à la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, l'ambassade de la Grande-Bretagne, mais aussi la Belgique. Nous avons pu réhabiliter la salle d'exposition que nous avons ici au Mont Galima. Grâce à la MONUSCO, nous avons mis en place et resoclé les monuments coloniaux qui se trouvent comme notre musée de plein air au Mont Galima. C'est grâce à la MONUSCO. Et grâce à l'ambassade de Pays-Bas, donc à Hollande, nous avons pu réhabiliter le musée d'art contemporain et de multimédia de l'Échangeur, qui a rafraîchi les murs, qui a éclairé. Quand vous allez à l'Échangeur, à la place de reconstruction, eh bien la salle d'exposition est à peau neuve, grâce justement au financement du Pays-Bas, de l'ambassade du Pays-Bas. Mais nous avons aussi des appuis des institutions comme l'UNESCO. L'UNESCO, depuis toujours, nous accompagne. Et nous avons eu également de l'appui de la communauté économique européenne à l'époque, qui nous a permis d'aller faire de recherches fondamentales et même jusqu'à publier aussi. Donc autant d'appuis que nous avons. Et n'oubliez pas que dans cette phase, nous avons pu avoir dans cette phase de la réhabilitation, mais aussi de la redynamisation des activités du musée, nous avons voulu renforcer les capacités du personnel, notamment scientifique et technique. Et ça, nous l'avons pu réussir grâce à l'école du patrimoine africain de Porto Novo au Bénin, mais aussi pour y envoyer notre personnel pour des études de conservation, notamment de conservation préventive et des cours techniques que certains membres du personnel ont pu suivre au Rwanda, au Madagascar ou ailleurs. Et nous avons aussi pu envoyer nos études, notre personnel scientifique à l'université Sankour d'Alexandrie en Égypte pour un master en gestion du patrimoine culturel. J'ai le site juste de mémoire, mais pour vous dire que nous entrons dans une phase importante, celle de redynamiser l'Institut par le renforcement de capacités du personnel technique, scientifique et technique, par la réhabilitation des infrastructures. Vous voyez que le musée et la direction générale au moins a fait peau neuve grâce au financement de l'État qui a pu mettre fin d'une partie des érosions, mais aussi d'équiper cette institution. Mais dites-nous, que prévoit l'Institut pour conserver et protéger ses œuvres? Oui, et pour conserver et protéger au mieux, nous avons en perspective la construction d'un grand musée national à Kinshasa. Cela sera l'œuvre de coopération culturelle avec la Corée du Sud. La Corée du Sud s'investit encore à construire pour ce pays, et cela nous permettra de conserver au mieux, de mettre dans des conditions optimales les collections nationales. Cela nous permettra également de prévoir des équipements adéquats, notamment un atelier de restauration. Cela nous permettra également de rentabiliser les musées en y prévoyant des services comme des auditoriums, n'est-ce pas, et des salles de conférences, pour nous permettre de rayonner davantage, de faire rayonner la culture de ce pays. C'est une culture riche que nous avons, mais cette culture doit parvenir à ceux-là même qui la créent, qui la produisent. Qu'est-ce qui crée et qui produit la culture? C'est le peuple congolais. Il faut permettre au peuple congolais de retrouver sa culture, de reconnaître sa culture, de se nourrir de sa culture. Il n'est pas normal que de nombreuses pièces d'art, que de nombreuses œuvres d'art qui sont produites par les Congolais soient consommées à l'extérieur et non par les fils et les filles de ce pays. Et pour cela, il faut qu'on leur donne à voir cette culture,
qu'ils vivent de la culture et que les artistes également vivent de la culture. Et là-dedans, nous prévoyons des salles d'exposition. Salles d'exposition non seulement pour exposer les œuvres, les objets de patrimoine de l'art ancien, mais aussi une partie qui nous permettra d'exposer les œuvres contemporaines. Et voilà donc comment les musées peuvent jouer véritablement un rôle à la fois de conservation, de protection, mais aussi de rayonnement et de promotion de la culture de ce pays. C'était là le professeur Joseph Ibongo. Lui, il est directeur général à l'Institut du Musée national du Congo, bien sûr, que nous avons reçu aujourd'hui à travers notre tranche d'émission, à travers ses œuvres. Mais, professeur, vous avez un mot à dire par rapport à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment. Oui, et le mot de la fin, si j'ose le dire, c'est que la connaissance du musée ne peut pas s'arrêter au seul moment de la télévision, de l'écran, de suivre une émission. Je pense que c'est une invitation que nous lançons à travers cette émission pour que là où se trouvent les musées, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbandaka et ici à Kinshasa, que ces musées soient visités, fréquentés, et que les peuples connaissent son patrimoine. Beaucoup de nos compatriotes ne connaissent pas effectivement la culture de ce pays. L'occasion est donnée à ce pays d'avoir des institutions comme les musées nationaux où l'on conserve le patrimoine, et donc dans ces cadres il y a moyen de venir trouver et reconnaître ce dont les aïeux ont été capables, de venir trouver le génie de nos peuples et de nos aïeux. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre tranche d'émission à travers ces œuvres. Si vous avez aimé, il faut dire un grand merci à Dimitri Bongania qui était derrière la caméra, et pourquoi pas mon réalisateur, lui, c'est Monsieur Romé Makola qui nous suit depuis quelque part, bien entendu. Et un grand merci à vous. Moi, je vous retrouve déjà très prochainement.